Parler du genre zombie me fait revenir à l'une de mes premières grandes peurs devant un film étant gosse. La plus ancienne, c'est l'Exorciste, avec laquelle encore aujourd'hui j'ai un peu de mal. Mais la peur qui m'a le plus marqué commence par ces notes. Vous allez me dire, où est le rapport avec le genre zombie? Eh bien le rapport est dans le fait que c'est après avoir vaincu entre guillemets cette peur de Pennywise, que je me suis ouvert aux films d'horreur et donc plus particulièrement aux films zombies, qui est par la suite devenu une réelle passion, que ce soit à travers des films, des séries ou des jeux vidéo. Le genre zombie est l'un de mes préférés, ça se reflète d'ailleurs pas mal sur la chaîne puisque je parle souvent de ce genre à travers mes vidéos. The Walking Dead, Fear, The Last of Us, Days Gone, Call of the Dead récemment, ou encore Z Nation et d'autres, et j'aime le genre zombie. Salut à tous, comme d'habitude partagez et laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en passant par mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez membre de la chaîne, vous y gagnez des badges, des emojis et des avantages, tels qu'avoir les vidéos en avance. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui j'attaque un sacré morceau, un sacré sujet, le genre zombie. À travers cette vidéo, je vais tenter d'expliquer pourquoi on aime autant ce genre, mais pas que. Je place symboliquement cette vidéo sous forme d'hommage à l'homme qui a permis au genre zombie de trouver la grande place qu'il a depuis plusieurs dizaines d'années maintenant dans la pop culture aujourd'hui. George A. Romero, mais aussi à Greg Nicotero que je considère comme son digne héritier. Depuis Day of the Dead, Nicotero a collaboré maintes fois avec le grand Romero, principalement dans les effets make-up, dont Nicotero est le maître dans le genre zombie, mais il fait aussi un travail colossal dans la licence The Walking Dead, et pas que dans le make-up, mais également dans la direction-réalisation. Depuis la saison 2, Nicotero a réalisé plus d'une trentaine d'épisodes, d'où le fait que je le considère comme l'héritier de Romero. Il me tarde de voir Nicotero évoluer après la fin de Walking Dead. J'ai grand espoir de le voir à la tête de films à grandes ambitions et budget dans le genre zombie. Pourquoi pas en commençant par réaliser les films de Rick Grimes, pour ensuite réaliser d'autres films du genre zombie lui-même, avec ses propres idées. I found him. Avant tout, je pense qu'il est plus qu'important de poser les bases. Qu'est-ce qu'un zombie? Un mort-vivant? Un infecté? Est-ce qu'un infecté peut être un zombie? Est-ce qu'un mort-vivant peut être un infecté? Dans la conscience collective de ces 10-20 dernières années, le terme zombie regroupe un peu tout ça, mais qu'en est-il réellement? Si on part dans la logique des termes officiels, un zombie c'est avant tout un mort-vivant, puisqu'il s'agit d'un être qui est entre la vie et la mort. En gros, le terme mort-vivant c'est le haut de l'échelle, puisqu'il regroupe plein de sous-genres, comme les fantômes, les vampires ou même les momies. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sous-genre zombie. Et donc même dans ce sous-genre, il y a plusieurs types genres de zombies. Pour moi, il y a 3 catégories principales qui les mélangent tous. Les zombies morts-vivants purs et durs, des corps qui se décomposent à travers le temps et sont souvent lents. Les zombies classiques, génériques on peut dire. Exemple tout bête, les zombies de The Walking Dead. On a aussi les infectés qui vont au-delà du zombie classique, puisque couplés à des virus, maladies ou autres diableries qui font que les zombies évoluent. Exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est The Last of Us, qui propose plusieurs types d'infectés, ou bien encore aussi Resident Evil, qui inclut dans son univers ce qu'on appelle le zombie animal. L'image qui me vient tout de suite en tête, c'est les chiens là. Dans ces deux œuvres, l'infecté de base est un zombie classique, mais qui peut aussi être capable de sprinter, et avec le temps d'évoluer et prendre d'autres formes. Et la troisième catégorie pour moi, c'est celle qui se trouve au milieu, entre le zombie classique et l'infecté. Par exemple, les zombies de Rec ont un look totalement classique, mais couplé à l'infecté, puisque possédés par des démons de l'enfer. Ce type de zombie dit possédé apparaît aussi dans Evil Dead. Voilà les 3 grandes catégories principales pour moi. Je vais m'amuser à caler d'autres zombies d'autres œuvres juste pour le plaisir. Je précise au cas où que c'est ma vision du sujet, et que tous les types de zombies peuvent être casés à votre bon vouloir aussi entre ces 3 catégories. Par exemple, pour moi, les zombies de 28 jours et semaines plus tard sont entre le zombie classique et infecté, mais sont plus classiques qu'infectés parce qu'hormis sprinter, ils n'ont pas de caractéristiques spéciales qui s'en éloignent. Situation inverse, les zombies de Days Gone sont
plus côté réellement infecté que zombies classiques, car ils ont pas mal d'évolutions avec carrément un niveau assez cringe où James O'Brien est un infecté qui grâce à un traitement arrive à lutter contre l'infection et est donc toujours doté d'intelligence et de conscience humaine on peut dire, le tout en ayant des avantages de zombies. On le voit bien à la fin de la cinématique secrète du jeu quand ce dernier tape un grand saut pour remonter dans l'hélicoptère. Allons sur d'autres exemples, d'autres œuvres. Dans la Horde, pour moi on est dans du zombie classique mais avec du sprint et des comportements un peu étranges. Par exemple le concierge du bâtiment traîne des cadavres pour les mettre à un endroit précis, un peu comme s'il conservait sa bouffe. World War Z, là on est carrément dans du zombie infecté, on est au-delà du zombie enragé, le niveau de sprint est assez impressionnant, tout comme l'effet de masse des hordes qui sont juste gigantesques. On est vraiment éloigné du zombie classique, alors aussi parce qu'étant tout public il n'y a pas de sang, mais l'aspect infection, le fait de chercher un possible vaccin et sa conclusion marque aussi cet éloignement je trouve. On parle quand même de zombies qui s'attaquent aux humains qui en gros sont en bonne santé. La solution finale que Jerry trouve, c'est de s'injecter une maladie qui fait qu'il peut passer à travers eux sans aucun souci. Un effet camouflage, un peu comme nos héros dans The Walking Dead quand ils se mettent de la chair de zombies sur leur visage et vêtements. Parlons de Je suis une légende. Dans le roman, la pandémie est causée par une morsure de chauve-souris. Résultat, les gens se transforment bel et bien en morts vivants, mais en vampires, pas en zombies. C'est l'adaptation au cinéma qui change ça pour en faire des infectés, mais qui malgré tout garde le fait qu'ils ne supportent pas le soleil, ce qui donne un type d'infecté assez particulier, avec aussi une certaine conscience, intelligence, puisque le leader des infectés du coin cherchera à récupérer sa fille que Robert Neville utilise comme cobaye pour trouver un remède. Ce système, ces règles s'appliquent bien évidemment aux séries TV et aux jeux vidéo. En série, j'ai déjà cité The Walking Dead, l'univers, on peut y ajouter Fear et World Beyond. Mais on a aussi Z Nation, une série avec beaucoup moins de budget, qui compense ses grandes faiblesses par l'humour de ses personnages, mais surtout par la variété de ses zombies, que je calerai entre le zombie classique et l'infecté, puisqu'à travers ces 5 saisons, Z Nation va nous proposer plusieurs types de zombies, des radioactifs, des zombies mélangés aux plantes pour ne citer que. La série met en avant Murphy, ancien prisonnier et cobaye qui a développé des particularités assez uniques. Quand il mord quelqu'un, la personne se transforme en zombie et lui obéit comme un toutou. Il est capable de ressentir et calmer les zombies et encore d'autres particuliers en plus, mais je vous conseille de regarder la série si jamais ça vous intéresse. Black Summers, série de Netflix vendue comme un préquel ou spin-off à Z Nation justement, on reprend donc l'événement appelé Black Summer, mais reste dans un ton de zombie classique. Il sprint, mais étant donné qu'on est au début de l'apocalypse, les évolutions et variants présents dans Z Nation ne sont pas encore là. Et enfin, pour continuer dans les séries, je vous citerai Kingdom, également dispo sur Netflix. Cette fois-ci, on est sur une série coréenne qui adapte le manga Le Royaume des Dieux, sorti en 2014. On est sur une époque un peu médiévale où bien sûr se déclare une pandémie zombie. Avec Kingdom, on est plus dans de l'infecté que du zombie classique. Si en premier lieu, on pense que les zombies ont peur du soleil car actifs uniquement durant la nuit, sur la fin de saison 1, plot twist, il s'agissait d'une question de température, ce qui fait que donc les zombies sont également actifs la journée. Petit aparté, je vous conseille vraiment Kingdom, la série va au-delà de l'aspect zombie, il y a une réelle histoire derrière et surtout la qualité est au rendez-vous puisqu'elle bénéficie d'un bon budget. Parlons des jeux vidéo maintenant. Je vous ai parlé de Days Gone, je vais pas y revenir, pareil pour la saga Resident Evil. Je pense que revenir sur la série des jeux Telltale The Walking Dead n'est pas nécessaire, si ce n'est pour dire que l'histoire de Clementine est sûrement l'une des meilleures de l'univers Walking Dead, et que c'est un incontournable si tu es fan. Mais The Last of Us, je veux y revenir. Naughty Dog en 10 ans a développé 2 jeux qui pour moi ont à chaque opus un scénario d'une rare qualité dans le monde du jeu vidéo, et encore plus dans le genre zombie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on est sur de l'infecté, un champignon qui contamine l'hôte et le transforme petit à petit en zombie, qui devient de plus en plus dégueulasse et dangereux avec le temps qui passe. On commence par ce qui ressemble le plus à un zombie classique, le coureur. Une personne infectée met environ 2 jours à atteindre ce stade d'infection. Ensuite les stalkers, c'est entre 2 semaines et 1 an pour atteindre ce stade. Alors eux, c'est ceux que je déteste le plus. Ils sont furtifs et se cachent pour tenter de t'avoir par surprise. Dans The Last of Us 2, ils m'ont vraiment fait flipper. Les claqueurs, les infectés les plus connus de The Last of Us, un infecté met à peu près 2 ans pour atteindre ce stade. En plus des facultés des stades d'avant, le claqueur a une force qui dépasse celle de l'homme. Les colosses, le premier vrai boss du premier jeu dans la salle de gym. Ce stade de l'infection met à peu près 10 ans à se développer chez l'infecté. Les puants, 4e stade connu de l'infection, l'une des plus rares et dangereuses des infectés. Niveautant, sûrement que ce stade arrive à peu près dans le même temps que le colosse, à la différence que le puant est plus fragile et lâche des toxines. Et enfin, dans The Last of Us 2, un nouveau stade de l'infection débarque.
boss vraiment impressionnant qu'Abby affronte au sous-sol de l'hôpital de Seattle. Appelé Rat King en anglais, perso je l'appelle l'abomination, c'est un stade ultime et assez unique du cordyceps. Une entité composée de plusieurs corps d'infectés réunis collés ensemble par le champignon. Grosse force, une résistance incroyable, capable de casser des murs de béton d'une seule charge. L'hôpital de Seattle ayant été un épicentre de l'infection, il y a eu donc énormément de malades amenés à l'hôpital. Tous ces corps, ces décompositions et les infectés à travers 25 ans ont permis cette formation de plusieurs corps, ce qui fait que ce stade est ultra rare, voire unique. Tout ça pour dire qu'au-delà du cinéma et de la série TV, les jeux vidéo portent une grande attention au genre zombie. Même sans grand scénario au monde ouvert, je pense beaucoup au mode zombie des Call of Duty, et en particulier celui de Black Ops, premier du nom. Affronter des vagues et des vagues de zombies, avec aussi beaucoup de variété, on peut dire que les zombies de Call of Duty sont placés au milieu, entre le zombie classique sur le début, puis à travers les variétés, on rentre dans de l'infecté, avec de l'évolution. Mais la particularité qui est bien intéressante aussi dans les modes zombies, c'est qu'il y a quand même une petite histoire à travers les jeux et les différentes maps proposées. C'est dans World at War que tout commence, avec Dempsey, Richthofen, Nikolai et Takeo. On y a même Call of the Dead, où au début on a un set de tournage dirigé par Romero, avec Michael Rooker, ou Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, et Merle dans The Walking Dead, Danny Trejo alias Machete, Robert Englund alias Freddy Krueger, et Sarah Michelle Gellar, Buffy la chasseuse de vampires. Gros casting donc. Pour en savoir plus sur l'histoire des modes zombies de Call of, je vous mets une playlist en description de plusieurs vidéos de Kenshin 9977. Alors bien sûr, il n'y a pas que les jeux vidéo, le cinéma ou les séries TV qui exploitent le genre zombie. On a aussi les romans, les BD, les mangas, les comics et les animés. En roman, on a World War Z, en comics, les Walking Dead, et en animé et manga, on a par exemple High School of the Dead. Il y a aussi Seoul Station, qui est un film d'animation sorti avant le dernier train pour Busan, et qui est dans le même univers. Mais voilà, je me suis concentré sur ces trois supports parce que ça parle potentiellement à plus de personnes. En parlant de Seoul Station et Busan, je tiens à tirer mon chapeau à la Corée du Sud, qui depuis plusieurs années maintenant propose de belles choses dans le genre zombie. L'an dernier, on a eu quand même l'excellente saison 2 de Kingdom, et un peu plus tard, #Alive sur Netflix. Un film qui n'a pas de grandes prétentions, mais qui fait largement l'affaire. Je l'ai oublié, mais on a également eu Peninsula, qui ne fait clairement pas mieux que Busan, mais apporte son lot de belles choses dans l'univers zombie de Yeong Sang-ho. Donc alors, qu'est-ce qui fait qu'on aime autant le genre zombie? Et pourquoi? Est-ce que c'est le côté horrifique? C'est vrai qu'une armée de zombies prêts à te bouffer vivant, ça fait peur. Rien que de les entendre au loin grogner, sachant qu'ils viennent dans ta direction, y a de quoi repeindre le slibard. Peut-être que c'est également lié à l'adrénaline du coup, à une certaine forme d'excitation qui nous retranche dans des conditions qui font ressortir notre côté animal et instinctif, notre instinct de survie. Je pense que c'est un peu de tout ça, mais pas que. Pour moi, il y a aussi le fait que l'événement d'une apocalypse zombie a un côté très proche, très ancré dans le réel. Les maladies, les infections et les expériences chimiques en laboratoire, c'est quelque chose de réel, et qui depuis plus d'1 an dans le monde est vraiment rentré dans notre quotidien. Imaginez une seconde, il suffirait à notre pandémie mondiale de quelques mutations virales pour donner quelque chose s'approchant de l'infection zombie. Il y a un côté effrayant dans notre quotidien à ce niveau-là qui est bien réel. D'ailleurs, ça existe bel et bien dans la nature. Vous le saviez peut-être déjà, mais The Last of Us est né du fait que Neil Druckmann et Bruce Straley ont regardé un documentaire montrant une fourmi infectée par le champignon cordyceps. Un réel champignon donc, qui parasite et tue des insectes. L'infection se passe dans le cerveau et produit la fameuse excroissance fongique qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Le fait que cette infection puisse fonctionner également sur les humains est devenu le pitch du jeu. Comme quoi il suffirait de quelques détails moléculaires et de paramètres d'infection pour que ça puisse réellement arriver. Tout ça pour dire que ce côté proche du réel dans le genre zombie est sûrement l'une des principales raisons qui fait qu'on y est à la fois fasciné et effrayé. Mais en vérité, je suis convaincu personnellement que ça va bien plus loin. Pour moi, la réelle raison, c'est la mort.
La mort est effrayante, l'idée même de mourir, d'y réfléchir, c'est quelque chose qui, je pense, provoque un choc émotionnel qui nous met sur pause, comme une forme de bug ou de latence au niveau du cerveau, qui est suivi fatalement par quelque chose de très humain, le déni. Un déni qui nous pousse à évacuer l'idée pour ne plus y penser, mais même si on est capable d'oublier cette réalité pendant un temps, elle nous rattrape tous malheureusement à un moment donné. D'une certaine façon, je pense que le concept du mort-vivant est en fait un fantasme. Mourir, mais se relever. Alors bien sûr, dans le genre zombie, quand tu meurs et ou que tu te fais infecter, tu ne reviens pas forcément de la plus belle des manières. Mais l'idée de base est là. Tu meurs pour revenir à la vie, d'où dans un certain sens l'utilisation du nom mort-vivant. Et j'irai même plus loin avec vous dans cette vidéo, et ce à travers une personne emblématique du genre zombie, George Romero, avec en particulier son film Land of the Dead. Dans ce film, Romero met en scène ce qui est pour moi le zombie le plus original, un zombie unique qui est doué de conscience, là où ses semblables sont lents et très bêtes, lui fait preuve d'intelligence et de brutalité et finira par les lider. Est-ce qu'on peut dire que ce zombie a retrouvé la vie après la mort? Quand on parle de mort, l'une des questions qui revient, c'est y a-t-il la vie après la mort? À travers son zombie, Romero offre une réponse à cette question. Cet aspect très particulier de vie après la mort, on le retrouvait déjà 20 ans avant dans Days of the Dead. Dans son film, Romero met en scène Bub, un zombie littéralement domestiqué par le docteur Logan surnommé Frankenstein. Ce dernier, de par ses expériences, prouve que les zombies sont capables de retrouver des comportements humains et pourquoi pas, de fait, des souvenirs de leur vie passée. C'est peut-être pour ça que le genre zombie est si populaire à travers le monde. On est autant fasciné qu'effrayé par ces morts vivants, fasciné parce qu'ils survivent à la mort et effrayé parce qu'ils l'incarnent et en sont le fer de lance. Un zombie n'est pas là pour te vouloir du bien, que ce soit à travers le fait de t'infecter, te mordre ou te bouffer. Le zombie veut ta mort. Finalement, ce qui est beau à travers tout ça, c'est la donnée humaine qui est symbole de survie. Un homme ou une femme qui affronte un monde post-apocalyptique zombie est souvent appelé survivant. Au-delà de l'aspect survie justement via l'alimentation ou la partie médicale et sans compter les conflits entre survivants, un survivant face à un monde rempli de zombies survit parce qu'il tue des zombies. Symboliquement, je dirais que tuer un zombie, c'est vaincre la mort, c'est survivre à la mort. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.